Il y avait un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est le sujet de l'alcool. On a beaucoup entendu, enfin j'ai beaucoup entendu parler d'alcool. En plus, je me suis écouté un podcast BFM Business sur le sujet de la crise du milieu de l'alcool. Voilà, on en a beaucoup entendu parler puisqu'Éric Piolle a proposé, vous l'avez sûrement vu. On va peut-être commencer par là. Après avoir proposer cette fameuse loi influenceur anti-alcool, etc. Parce qu'on serait vraiment tous des bâtards et avec cette histoire. Enfin, vous savez ce truc. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Il y a une VOD qui en parle très bien. Donc je vais pas épiloguer. Et il y a Éric Piolle qui lui a mis les pieds un peu dans le plat, qui nous a dit est-ce qu'on ferait pas des tests de drogue sur les députés et les ministres? Et alors là, vent debout. Vent debout dans... Alors des tests de dépistage anonymes en plus, hein, sur les députés, les sénateurs et les ministres. Pour sortir de l'hypocrisie sur la question du narcotrafic dont on entend parler à tort et à travers. Un Retailleau qui nous parle tous les matins du fait qu'il faut culpabiliser les consommateurs, que ce sont effectivement eux le problème, hein, voilà. Et donc Éric Piolle, il a dit bah d'accord, mais si on testait les élus et les ministres. Et alors là, il y en a beaucoup qui sont en mode ouais, non, s'il vous plaît. Test capillaire, salivaire et urinaire, hein, il propose. Il a évidemment raison. Il a évidemment raison. Il y a... Alors, moi, vous savez, je suis allé au Sénat. Maintenant, c'était l'année dernière. Je suis allé au Sénat pour un repas. J'ai vu la quantité de pinard que ça picole. À mon avis, quand tu fais passer une loi à 15h, t'as pas le même taux d'alcoolémie dans la pièce que quand tu fais passer une loi à 10h. Vraiment. Et puis, il y a eu l'histoire du député LFI Andy Kerbrat. D'ailleurs, j'ai vu une interview, je sais pas pourquoi ils ont été interviewés un mec d'Alliance. Ils aiment bien faire ça, les journalistes. Ah, on va demander leur avis à Alliance, syndicat d'extrême droite de la police. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet qui ne vous concerne absolument pas? Et du coup, Fabien Van Emelric nous dit oui, bah, ce serait bien parce qu'il y a des partis comme la France Insoumise qui se permettent tout et n'importe quoi, avec Louis Boyard qui a quand même reconnu avoir vendu de la drogue. Ça n'a rien à voir avec son activité d'élu au passage. Puis Andy Kerbrat qui a été arrêté en flagrant délit d'achat de drogue quand même. Alors, si je peux me permettre, c'est pas un truc de gauche, hein, le fait de consommer de la drogue, que ce soit du... Alors, le cannabis peut-être, je sais pas, mais ça a l'air d'être surtout un truc massif. Mais la cocaïne, à mon avis, à l'Assemblée, ça y va. Hein. Voilà. Je connais quelques personnes qui bossent dans la politique. Je connais quelques personnes qui sont journalistes. Je pense que l'alcool et la cocaïne, ce sont deux choses qui se trouvent à l'Assemblée. Hein. Voilà. D'ailleurs, l'ancien député Renaissance Emmanuel Pellerin a reconnu avoir consommé de la cocaïne durant toute la durée de son mandat entre 2022 et 2024. On rappelle aussi qu'effectivement, il y a un sénateur Horizon qui a été mis en examen pour tentative d'agression sexuelle sous soumission chimique sur une députée, sur Sandrine Josso, et qu'il avait été lui-même testé positif durant sa garde à vue aux amphétamines, aux opiacés, au cannabis, à la cocaïne, à la MDMA. Un beau cocktail quand même. Donc, quitte à ce qu'on demande à ce que les Français soient exemplaires sur la question de la drogue, est-ce qu'on ne demanderait pas aux élus qui prennent quand même des décisions d'être exemplaires sur la question de la drogue? Ça me paraît terrible. Et donc du coup, il y a une enquête de France Info qui est sortie le 6 février. Là. Il y a un papier le 6 février sur une enquête de France Info. Qui témoigne hein, du fait que beaucoup de collaborateurs, d'assistants parlementaires ou de députés consomment hein, notamment pas mal de cocaïne, pas mal de produits stupéfiants même de manière générale, notamment apparemment pour tenir le rythme.
combattre le sommeil, ça a l'air d'être quelque chose d'assez banalisé. Ça concerne apparemment tous les groupes, vraiment. Et voilà. Voilà, en gros, donc bon. La coke, ça vous aide à oublier les côtés sombres. La politique, c'est quand même un milieu très dur. Il y a une pression de malade. Il y a ceux qui arrivent à avoir une vie ascétique et les autres. Tant d'expliquer un collaborateur parlementaire, donc ça c'est dans la montagne. Le député socialiste Arthur Delaporte, qui affirme ne rien consommer, est également cité. Les corps sont tellement sollicités. Quand je suis devenu député, c'était encore plus physique que je ne le pensais. Qui n'a pas de repos hebdomadaire, à part les députés, presque personne, si les auto-entrepreneurs, si je peux me permettre. Ou les... Moi. Si je peux me permettre. Mais bon, peu importe. On dort peu, sans aucun temps de pause, on fait des déjeuners, des dîners de travail, c'est un tunnel permanent, et en vrai, ça c'est l'un des cœurs du truc. L'alcoolisme au travail, c'est surtout du fait des cadres, puisqu'on en avait parlé ici. On a interdit l'alcool au travail pour des pratiques courantes, des pratiques exécutives, mais on n'a pas interdit l'alcool dans les repas de travail, dans les dîners d'entreprise, dans les repas d'affaires. Évidemment. Il y a des échappatoires, le sucre, le gras et pour certains le tabac, l'alcool, les drogues, même si ça reste tabou. Effectivement. Donc, non, je prends pas de coke, moi. Je ne prends pas de coke, je bois assez peu d'alcool, je mange pas très bien par contre, ça oui. Ouais, ça c'est sûr. Et non, pas de champignons non plus. Je suis quelqu'un qui... Je n'ai jamais fumé de ma vie. Jamais fumé ni de tabac ni de cannabis de ma vie. Jamais fumé de ma vie tout court. L'acte de fumer, jamais. Donc non, moi ça va, hein, là-dessus. C'est facile pour moi de parler. Donc la lutte contre le narcotrafic a été érigée priorité nationale par le gouvernement. Hein. Si vous voulez, attendez, je vous passe sur la scène. Donc là, on est sur France Info. Plusieurs témoignages corroborent le fait que certains députés collaborateurs consomment des produits stupéfiants, notamment pour faire face à la force de travail, à la charge de travail de pression. Donc ça, c'est le truc de West France. Voilà. Fabien, un ancien député, est tombé dans la consommation d'un produit stupéfiant très addictif et destructeur, la 3-MMC, alors qu'il siégeait sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc pour tenir le rythme. Bien sûr, bien sûr. L'affaire est parvenue aux oreilles de son groupe parlementaire en janvier 2024 et l'élu a immédiatement été convoqué pour des explications. C'est une addiction, on lui a proposé un parcours de soins, il a accepté, blablabla. Donc le problème, les nuits à l'Assemblée nationale, hein, notamment le rythme des travaux parlementaires. Bon, tout le monde savait, la phrase est souvent revenue au fil des entretiens lorsque le cas du député La France Insoumise, Andy Kerbrat, arrêté mi-octobre à Paris alors qu'il achète de la 3-MMC, a été évoqué. Après les révélations de Mediapart, le trentenaire a annoncé qu'il allait suivre un protocole de soins afin de se battre contre cette addiction. Il a reconnu qu'il avait fait n'importe quoi avec ses frais de mandat, même s'il a nié s'en être servi pour acheter de la drogue. C'était l'un des problèmes. Le déontologue de l'Assemblée nationale a été saisi. Donc Emmanuel Pellerin, dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà. Bien sûr. Voilà. Bon, globalement, ça picole, ça picole. Ceux qui ont quitté leur mandat après une défaite électorale se rendent à présent compte de leur excès passé. Je buvais trop, confiait l'ancien parlementaire. Pendant un temps, je notais combien de verres je buvais. J'étais allé jusqu'à 15 verres de vin par jour. C'est énormissime. Il évoque une consommation personnelle, mais aussi collective pour fêter des victoires obtenues dans l'hémicycle, par exemple. La fonction désigne encore plus, dit-il. En période électorale, c'est encore pire. Pendant la campagne législative, on est invité à boire en permanence. C'est 2 bouteilles et demie, ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est quoi, c'est 16 centilitres un verre de vin? Ça fait... Ouais, ça fait 2 litres et demi. Pas mal, hein.
Donc, c'est un sujet qu'on prend très au sérieux sur l'entourage du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. On a conscience qu'il y a un problème, même si nous n'avons pas de remontée spécifique, mais des bruits persistants sur le fait que la drogue circule. Alors lui, un mec qui fait un tweet claqué du fin fond de je sais pas d'où, il envoie l'intégralité du GIGN parce qu'il faut traquer, il faut faire place nette à machin et tout. Alors par contre, à l'Assemblée, bon. Hein. Parce que, encore une fois, pour beaucoup de gens qui sont un peu dans une logique un peu légaliste, 12 centilitres, ok, très bien, c'est... l'alcool n'est pas la drogue. Voilà. Bah, j'aimerais tellement savoir qu'il est fourni. Dans le cas de l'alcool, c'est la buvette de l'Assemblée nationale. Donc, Éric Piolle, lui, il a mis les pieds dans le plat. Voilà. Il y a des cercles de pouvoir, il y a des cercles de richesse qui utilisent la drogue. La problématique, c'est l'addiction. Ce n'est pas une question de jeunes des quartiers issus de l'immigration. Eh ben, il a bien raison. Il a bien raison. Donc bon. Sur la coke. La coke, il y en a partout maintenant. Il y en a partout. D'ailleurs, j'ai vu que la nouvelle campagne, c'était en gros, si jamais vous achetez de la drogue, si jamais vous consommez de la drogue, vous alimentez le trafic, bande de bâtards. Ben, si ça c'est le problème, laissez-nous en planter chez nous. Hein. Voilà, bon, au bout d'un moment. Donc c'est intéressant cette histoire de l'alcool, puisqu'en parallèle, on a des baisses de consommation en France qui sont assez importantes. Malgré tout. Et voilà, on a peut-être même jamais aussi peu bu. Ce qui emmerde, alors là je vais partir sur autre chose, mais qui emmerde pas mal tous ceux là qui ont ouvert des microbrasseries là. Faut arrêter de faire ça. Hein. C'est bien, vous faites 3 bouteilles de votre bière à la con, de votre coin, de votre village, c'est bien, c'est parfait, c'est magnifique, c'est gentil tout ça, mais le marché est complètement en saturation. Personne n'achète 6 balles une bouteille de bière. Voilà, faut arrêter. Et donc là, on a hécatombe hein, dans le milieu des microbrasseries, où la plupart de ceux qui s'étaient lancés, notamment pendant le Covid, un peu avant, commencent à galérer à vendre. Ils galèrent, ils sont en train de fermer. D'ailleurs, il y a même y compris d'ailleurs quand ils avaient une activité de bar à côté. Donc il y en a certains pour qui ça se passe très bien. Là, j'ai vu qu'il y en avait qui allaient tripler leur surface, machin. Voilà. Mais globalement, ça se casse la gueule de ouf. Les ventes de bière ne suffisent pas, malgré la hype et malgré la hipstérisation de la consommation de la bière. Oui, on fait des petites IPA, nous, voilà, un peu fruitées, avec des notes d'agrumes, houblonnées quand même. Et quand tu bois, c'est de la pisse et ça file de la chiasse. Au bout d'un moment, moi, ça a envie de me... Hein voilà, faut arrêter. Arrêtez, s'il vous plaît, faites autre chose. Allez élever des chèvres dans le Vercors. Bon, c'est pas très rémunérateur, mais bon, au moins... Hein. Et puis il y a Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, c'est un autre délire. Pernod Ricard, ils ont perdu 25%, je crois, de chiffre d'affaires là, en je sais plus combien de temps. Mais ils continuent de se casser la gueule parce que les Américains n'achètent plus d'alcool et les Chinois n'achètent plus d'alcool. Sur le marché des vins et spiritueux, où on attend très très fortement le Mercosur hein, pour relancer les ventes. On est sur des chutes assez importantes, notamment sur le cognac. Voilà. Le cognac, ça se casse la gueule. C'est ça. Pernod Ricard a annoncé pour le premier semestre 2024-2025 un bénéfice net de 1,2 milliard d'euros, en recul de 24%. Ce qui est assez énorme, quand même. Donc bon. Moi je trouve que c'est pas une mauvaise chose, mais bon. C'est pas une mauvaise chose du tout. Donc est-ce que la population qui consomme de l'alcool ne serait pas une population vieillissante? Et est-ce que le vin est pas en train de se raréfier?
On va checker ça. Consommation alcool en France. Où en sont les Français? Donc nous avons quand même 7 à 12% des Français qui consomment quotidiennement de l'alcool. C'est la définition de l'alcoolisme. Ouais. La région où on boit le plus, visiblement les Pays de la Loire, non, pas du tout. Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. Les régions où on boit le moins, Guyane, Réunion, Guadeloupe. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. J'aurais pas dit. Bon, on est quand même sur une moyenne d'à peu près de 10% de la population. Alors, c'est en termes de pourcentage de la population. On est quand même sur une moyenne à peu près de 10%. Il n'y a pas du tout la Bretagne. La Bretagne est dans la moyenne nationale. La moyenne ne se la France ne se, la Bretagne ne se distingue pas en France sur la consommation d'alcool. Du tout. Ça doit coûter une blinde là-bas. Bah non, ils produisent beaucoup de rhum, si je peux me permettre. Alors, il faut surtout savoir que la consommation hebdomadaire d'alcool chez les 18-30 ans, elle s'élève à 32 consommation hebdomadaire, hein, 32% pour la France métropolitaine en moyenne. Et là, pour le coup, elle est extrêmement élevée en Martinique ou en Guyane, où on est quasiment sur la moitié de la population de 18-30 ans. En Martinique, c'est 47,7%, par exemple. La Bretagne, là, on est à 43%, si on est sur les 18-30 ans qui consomment de manière hebdomadaire de l'alcool. On n'est pas sur l'alcool tous les jours, on est sur l'alcool une fois par semaine. Ce qui concerne les alcoolisations ponctuelles importantes, les API, donc 6 verres ou plus en une seule occasion, 6 doses d'alcool sur une même session. Eh bien, c'est la Bretagne. La Bretagne est très très loin. Très très loin devant. Voilà. 20% des Bretons ont une alcoolisation ponctuelle importante mensuelle. C'est une bouteille de vin. Voilà. C'est une bouteille de vin, c'est 3 pintes. C'est du picon, c'est 2 pintes. Alors que en Guadeloupe, à La Réunion ou en Guyane, c'est là où pareil c'est le plus bas. Donc c'est surtout de la variation sur les modes de consommation qui ont l'air d'être significatifs. Voilà. Globalement, du coup, on va vers une tendance dans le temps à moins de consommation régulière d'alcool en France. Les gens consomment de moins en moins d'alcool au quotidien. Mais vers une augmentation significative des consommations ponctuelles d'alcool importantes. Donc en gros, les gens ne boivent plus tous les jours. Ça a tendance à réduire avec le temps. Par contre, les gens se mettent des murges une fois par mois. Ça a tendance à augmenter. Les passages en urgence hospitalière en lien avec l'alcool, ça concerne essentiellement les hommes, hein. Entre 2 et 4 fois plus les hommes que les femmes. La Réunion, par exemple, bat des records en la matière, visiblement. Voilà. C'est essentiellement des gens de 45 à 60 ans, ce ne sont pas des jeunes, qui se retrouvent aux urgences à cause de l'alcool. Et la bière est surtout consommée dans le nord, le vin dans le sud, et les alcools forts dans l'ouest et en outre-mer. Voilà. Donc les recommandations concernant l'alcool, je vous les redonne. 2 verres maximum par jour, et pas tous les jours. Voilà. Je crois que
Je crois qu'il faut pas dépasser 8 doses d'alcool par mois. Je crois pour être bien. Si je dis pas... Non, c'est 10 doses. Non? Pardon. Non. C'est 10 doses par semaine selon l'Institut national du cancer. C'est beaucoup. 10 doses par semaine, c'est beaucoup, maximum. Moi, j'avais en tête par mois. Ouais, ok. Voilà. Mais la consommation d'alcool a quand même tendance à baisser. Hein. Euh, En 30 ans, la part des adultes buvant de l'alcool tous les jours a été divisée par 3. Sachez-le quand même. Voilà. Et la proportion de consommateurs hebdomadaires a baissé d'un tiers. En 30 ans. Les alcoolisations ponctuelles importantes diminuent chez les hommes, notamment chez les hommes jeunes, mais augmentent chez les femmes. Notamment chez les femmes de plus de 35 ans. Voilà, sachez-le. Faites attention, hein, les amis. Buvez pas trop. Le pouvoir d'achat, ça doit jouer aussi, d'ailleurs. J'imagine. Donc, contrairement à une idée reçue, les Bretons ne sont pas des gens bourrés, plus que les autres. Nouvelle-Occitanie, visiblement, ça se met bien. Hein. Une bière tous les soirs, c'est problématique. Oui. Bah, qu'est-ce qui se passe si jamais tu la bois pas? Après, on va pas faire toutes les addictions, je ne sais pas, concernant l'alcool, le tabac, le sport, je ne sais pas. Il y a un nombre énorme de bars par habitant en Bretagne. Ouais, mais visiblement, peut-être que les Bretons sortent pour boire. Là où, en Nouvelle-Occitanie, ça fait ça dans son coin, en regardant Karine Le Marchand, le lundi soir sur M6, tout seul, voilà, en se disant, putain, peut-être que Bruno de L'amour est dans le pré, ça pourrait être moi, si jamais je me prenais en main. Je pourrais serrer la Sylvie. On sait pas ce qui se passe dans leur tête, ces gens-là. C'est des chiffres basés sur quoi? Je n'ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée, j'ai fermé la page, je sais pas. La droite va mettre la baisse de consommation d'alcool sur les musulmans. C'est tout à fait possible. Il y a cette idée dans ce pays que les musulmans de France sont essentiellement et quasiment nécessairement des musulmans pratiquants. Euh, je crois que j'avais regardé les chiffres, je les ai plus de tête, mais euh, on a, je crois, une part de la population se déclarant musulmane. Je crois que la sécularisation des musulmans est à peu près dans la même proportion que celle des catholiques en France. Les gens qui sont musulmans par tradition, quoi. Plus que par croyance.
L'alcoolisme, à partir de quand on considère que vous êtes alcoolique? euh... Je ne sais pas. Je n'ai pas les critères diagnostiques. Je suis en train de chercher. Hmm. Ouais, alors moi j'ai comme critère consommation répétée, quotidienne et habituelle. Au-delà du seuil de toxicité, donc 2 verres par jour, par exemple. Visiblement, ouais, les jeunes boivent moins aujourd'hui qu'ils ne buvaient. La consommation d'alcool baisse chez les jeunes. Mais ça me fait penser où même le sexe baisse chez les jeunes. Les jeunes aujourd'hui ont moins de relations sexuelles et les ont plus tard que moi, ma génération. Qu'il y a 20 ans. C'est pire une consommation régulière qu'un one shot fort, oui. Tout comme c'est pire de manger, c'est pire de manger 200 grammes de beurre tous les jours plutôt que de manger 1 kilo de beurre une journée. Hein. Si tu fais ça, tu vas avoir la chiasse, tu vas vraiment avoir mal au ventre. Mais t'auras pas les artères bouchées à cause de ça, quoi. Mais oui. L'exposition, comme beaucoup de choses, hein, l'exposition constante et régulière fait un plus gros préjudice qu'une exposition aiguë très ponctuelle. En même temps, vu les tarots de la bière au bar et les loyers, ouais, enfin, pas besoin de l'alcool. Enfin, le sexe, théoriquement, c'est gratuit. En plus, maintenant, ils ont les capotes gratuites, les jeunes. C'est pas une vérité générale. Alors, ce que j'ai sous les yeux, c'est la forme aiguë se manifeste par une consommation occasionnelle plus ou moins intense, comme le binge drinking, et ne comporte pas, en règle générale, de phénomène de dépendance. Donc, en gros, c'est coma éthylique, le risque. Et c'est pas l'alcoolisme. Oui, mais c'est pas. Alors, on parle d'alcoolisme. Qu'est-ce qui t'expose le plus à l'alcoolisme? C'est pas une dose aiguë d'alcool. Ça, c'est un autre problème. En l'occurrence, un syndrome éthylique. Mais l'alcoolisme, c'est vraiment la régularité, quoi. Qui fait l'accoutumance et qui fait la dépendance. Moins de sexe, d'alcool et de jeux vidéo, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes? Je pense qu'ils sont en train de déprimer chez eux en voyant l'état du monde. Et puis après, du coup, ils votent Jordan Bardella pour nous faire preuve de témoigner leur mécontentement. Mais il faut savoir que si jamais vous devenez alcoolique, vous pouvez mourir du sevrage. Voilà. Raccourci sur 10, c'est une blague. C'est une blague. Mais cela dit, les jeunes votent beaucoup Jordan Bardella. Les jeunes hommes, d'ailleurs. C'est pas un raccourci, c'est pas un lien. Enfin, prenez pas tout au sérieux, enfin, bordel de merde. Enfin, c'était une blague, enfin, calmez-vous. Je sais pas qui c'est André Gousse. Donc tu peux te vanter, mais je sais pas qui c'est, moi. Apparemment, je suis censé savoir. Parce que j'ai fait la linguistique, mais je connais pas. Oui, le pouvoir économique a un impact sur la sociabilité, je sais bien, je sais tout ça. Bien sûr.
Boris Grévis, André Kous, le bon usage. Eh ben. Mais il est mort il y a quoi? Il y a 50 ans, ce gars, non? Regardez Karine Le Marchand, lundi soir sous Rosé, Jordan Bardella. J'ai beaucoup regardé Karine Le Marchand dans L'amour est dans le pré. Moi, j'ai beaucoup regardé L'amour est dans le pré. Ah, elle me fatigue, Karine Le Marchand. Elle me fatigue, Karine Le Marchand, je vous jure. En fait, M6, hein. M6, c'est une chaîne qui, à la fois, je suis fasciné, et à la fois, je trouve ça... Je pense que c'est la pire chaîne... Je pense que c'est le pire groupe, le groupe M6. C'est le pire. C'est dur à dire, hein, mais... C'est vraiment la chaîne des patrons, M6. M6, c'est vraiment... la chaîne du cadre dynamique qui a une résidence secondaire. Non mais Canal, c'est faut payer. Je parle pas de Canal, faut payer. Ah non, si parce que vous parlez. Pardon, je parle en chaîne historique. En gros, entre le TF1, le service public et M6. Et oui, si jamais vous mettez TMC, mais quoique, enfin, il y a CNews. CNews, c'est horrible, hein. D'accord, hein. Mais c'est pas W9 qui, toute la nuit de tous les soirs, nous met des trucs policiers de merde. Les enquêtes exclusives, les enquêtes d'action, les machins, c'est sur quoi ça? C'est pas sur W9? Il y a plus les reines du shopping. Je sais pas si ça existe plus, ça. M6 et W9, c'est pas pareil. Bah, c'est le même groupe. C'est pas les mêmes programmations. Bah oui, mais d'accord. Bah alors du coup, me parlez pas du groupe Canal. Si on doit séparer W9 de M6, bah du coup on sépare Canal de TMC et de CNews alors. En disant que c'est pas la même chose. En l'occurrence, bon, il y a quand même de la porosité, si je peux me permettre. Ah pardon, TMC c'est TF1, pardon. Bah c'est quoi les autres chaînes du groupe Canal? En fait, il y a quoi d'autre? Ça pète des portes et sa gueule gendarmerie. Exactement. Enquête d'action, c'est W9. État de choc, W9. Minute par minute, c'est W9. Et ils ont évidemment les princes de l'amour, genre de trucs. Donc, non, juste M6. Les cauchemars en cuisine, là. Truc de droite. Vous avez un mec, vous avez un riche qui débarque chez vous, qui vous hurle dessus. Vous avez 4 heures de sommeil depuis 2 ans. Bon, vous n'auriez pas dû reprendre ce restaurant avec votre femme. Vous prenez un restaurant qui a 20 couverts, c'est super dur à faire tourner. Au départ, c'est magique. Et puis, vous avez eu, voilà, 2-3 galères, une facture d'électrique à monter. Vous avez commencé à tirer sur la qualité. Votre couple bat de l'aile. Pour peu que vous n'ayez pas repris le restaurant parce qu'en fait, c'est votre père qui l'avait et que vous vouliez pas qu'il soit vendu et qu'il est mort d'un infarctus à 45 ans. Tu vois, c'est toujours ce genre d'histoire. Et là, vous avez un riche qui débarque chez vous, qui vous hurle dessus, qui vous aide pas du tout, qui à la fin, il dit au patron, c'est toi le patron, montre que t'es le patron. Si jamais tu dis un mot de travers quand t'es la meuf, tu te fais exploser parce que visiblement, y a toujours un truc à redire quand tu fais le service. C'est absolument horrible. Et puis après, ça se passe ils lui refont le restaurant, ils leur font signer, alors, si j'ai bien compris, hein, ils leur font signer des contrats en plus de prestats de ouf. Ils vont quand même mettre la clé sous la porte. Ce qui aura changé pour eux entre le avant et le après Etchebest, c'est que après Etchebest, tous les 6 mois, il y a ta gueule qui est rediffusée sur M6 où tu te fais gueuler dessus, tu passes pour un incompétent, un fou, quelqu'un de méchant, et voilà. Donc ça, voilà. Il y a ce programme phare.
Il y a Patron Incognito, on pourra en parler, bien sûr. Patron Incognito, c'est absolument incroyable, bien sûr. Mais de manière générale, tous leurs reportages, les reportages de M6, c'est vraiment, vous êtes un patron qui gagne 4 000 euros par mois, vous avez l'impression que le monde tourne mal, aujourd'hui, franchement, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Et vous avez vraiment envie de beaucoup de développement personnel parce que c'est ça qui permet de devenir une personne meilleure et d'atteindre enfin le nirvana et le bonheur dans votre couple, dans votre travail, etc. C'est ça M6. Vraiment, c'est ça M6. Avec, bien sûr, Stéphane Plaza. Hein. Stéphane Plaza qui doit avoir la moitié des cases de la chaîne. Ça me donne envie moi, de me jeter par la fenêtre. Ou c'est les agents immobiliers qui t'expliquent qu'ils vont chercher des maisons, etc. C'est tout le temps des maisons, c'est... Nous, on a un budget de 800 000 euros. On cherche une petite maison, tranquille, à la campagne, voilà, pas grand-chose. Moi, je suis architecte, mon mari, il est dirigeant d'entreprise, on voudrait un petit truc pour se mettre au vert, on en a trop marre de la vie parisienne. Et voilà, et on va leur chercher des baraques à 1 million, des baraques à 2 millions. De temps en temps, ils ont une étudiante. C'est toujours une étudiante, c'est jamais un étudiant. Bon, après, je pense que, vu le dos Stéphane Plaza, on comprend pourquoi. C'est tout le temps une étudiante. Elle a 22 ans, elle cherche un appartement pour 300 000 euros à Rennes. Voilà, parce qu'elle vient d'avoir un héritage ou je sais pas quoi. Et là, t'as Stéphane Plaza en personne qui l'aide. Et là, il envoie pas le gars de Dijon. Il envoie tout le temps le gars de Dijon, sinon. L'agence parisienne, bien sûr. C'est toujours ça. C'est la ligne de M6. Moi, ça me fatigue, j'en ai marre. Vraiment. Cette chaîne me fascine, en même temps, je la déteste. Vraiment. Et c'est pas eux qui ont de la Villardière aussi? De la Villardière, je sais plus comment ça s'écrit. Bernard de la Villardière, il est pas dans le groupe M6 aussi? Ah parce que oui, pardon. Un gros bail de M6, c'est Julien Courbet. Ah là là, les litiges avec Julien Courbet. Bien sûr. Bon. Si, il anime un dossier tabou sur M6. De la Villardière, c'est un journaliste très à droite. Très à droite, qui était présentateur de Zone Interdite avant, qui présente Enquête Exclusive d'ailleurs, je crois. Il y a toujours Capital sur M6, il y a toujours. Il y a toujours Capital, et Capital, c'est toujours, ils vont voir l'autre coup, hein, moi, putain, j'en ai regardé un sur Casino. Non, les Intermarchés qui reprend Casino. Le gars, il le présente comme il part de rien avec son petit magasin, il a réussi à en acheter 3, etc. Et en fait, il apprend qu'en fait, il a hérité du magasin de ses parents. Bah oui, t'hérites pas d'un Intermarché à 10 millions de... Enfin, tu crées pas un Intermarché à 10 millions de CA quand t'as 30 ans. Enfin, ça n'existe pas. Voilà. Le truc des entrepreneurs qui viennent présenter leur projet, c'est sur M6. Ah, c'est horrible cette émission. L'après-midi, c'est les ventes aux enchères, vous savez, avec les gens de droite, là, les antiquaires de droite, là. Non, ça c'est sur la 2 en fait, je crois. Non, pardon, c'est sur la 2. J'ai rien dit. C'est sur la 2. La 2 aussi, ils sont un peu de droite. J'ai rien dit. Mais oui, qui va être mon associé? C'est sur la 6 qui va être mon associé. Ah non, j'ai pas vu alors en Ruquier. Non, j'ai pas vu. Les enchères, c'est sur la 2. Pardon, j'ai rien dit. Ça aussi, c'est une émission pour en parler. Mais ouais, alors Bernard de la Villardière, je suis en train de regarder, il est marié à une femme qui s'appelle Anne de Savignac. Eh ben. Eh ben. Après, je viens d'apprendre qu'il est malade. Il a eu le prix Richelieu d'ailleurs, hein, bien sûr.
Et il a signé une tribune dans le Figaro pour appeler à faire barrage au NFP pendant les législatives, Bernard de la Villardière. Bon. Ce qui voulait dire probablement qu'entre le RN et le NFP, son choix était fait. Voilà. Trop bizarre. Il affirme son soutien à la réforme des retraites, fustigeant les gens qui pleurnichent parce qu'ils vont bosser 2 ans de plus. Voilà, c'est qui Bernard de la Villardière. Bonjour Jean Massier. Donc M6 c'est probablement je pense moi vraiment le groupe le plus patronal, le plus leur cœur de cible, c'est vraiment t'as 35 ans, t'as ouvert une boîte, t'as 50 ans, t'es cadre sup, et t'aimerais bien t'acheter un petit appart à 700 000 euros, et donc du coup tu regardes ça l'après-midi, là les trucs d'agence immobilière là, ça je trouve ça insupportable. Insupportable, en même temps il y a scène de ménage. Donc tout n'est pas acheté non plus sur M6, voilà. Parce qu'il y a quand même Liliane, quoi. Bon, scène de ménage qu'on virait visiblement leur couple, le couple avec l'arabe et la noire, parce qu'ils n'étaient pas assez représentatifs, paraît-il. Alors qu'ils ont vraiment essayé de les rendre représentatifs, hein. Ils ont essayé d'en faire des bourgeois. Merci Jérémite pour le sub. Ils ont essayé d'en faire des bourgeois. Ça c'est du coup ils ont dit on va prendre un arabe et une noire, comme ça va parler une partie de la diversité française. Elle, ils l'ont mis, elle va ouvrir un grand restaurant, et lui, il était pompier et un peu réac, je crois. Mais attention, hein, leurs parents étaient issus de l'immigration. Du coup, ils les ont rectes là pour les remplacer par Elodie Pou qui joue une meuf dans la montagne. Là, j'ai pas compris ce move. Ri par Marion Gamme, évidemment, bien sûr. Voilà. Bien sûr, voilà. Force à Gérard Hernandez, hein, qui joue, je ne sais même plus qui joue. On dit souvent, les vieux, ils me font rire dans scène de ménage. Bah, le vieux, là. Qui est un ancien flic insupportable, un peu vichiste, qui aime casser les couilles, et Raymond, et qui dénonce beaucoup ses voisins. En l'occurrence, c'est un personnage assez vraisemblable. Non, scène de ménage, je les jette pas sous le bus. Scène de ménage, je les trouve ok. Ça parle un peu politique dans scène de ménage. Voilà. Mais sinon, à M6, moi, même le JT d'M6. Moi, j'aurai le JT d'M6. J'ai encore regardé le JT d'M6 à midi. Après, moi, le JT France 2, qui est maintenant le même JT que TF1, c'est... t'as en gros les 2 ou 3 grosses nouvelles nationales / internationales du jour, et après c'est... Et maintenant, un petit détour dans le Vercors. Alors non, aujourd'hui c'était Costa Rica, là. Petit détour au Costa Rica, vous allez voir des paysages à couper le souffle, et puis après t'as toujours un mec qui a repris une boulangerie, ou alors... le couteau le plus coupant des Français, j'en sais rien, ou la foire de Mulhouse, de mes couilles, il y a toujours un truc de bouffe. De bouffe ou de petit artisan. Là, moi, j'avais vu un truc sur les godasses. Ils disaient, oui, là, les godasses sont encore faites à la main, etc., machin, c'est super cool. 350 € la paire de godasses. Et on dit, bah, vaut mieux acheter ça qu'acheter de la mauvaise qualité, parce qu'au moins, ça dure. Oui, mais c'est 350 balles la paire de godasses. Nique ta mère. Enfin, ça parle à qui, ça? Et je sais pas pourquoi... Et puis alors en ce moment c'est la période du ski. En ce moment, voilà, les nouvelles tous les jours du JT, c'est la période, c'est le ski. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles. J'ai regardé les chiffres, c'est 10% des Français qui partent au ski. 10% des Français. Qu'est-ce que ça me concerne, moi? Qu'est-ce que je m'en fous? Donc, ah bah là, ça, putain, la route qui a été bloquée pour aller au ski, on en a entendu parler. Hein. Et puis, alors, non, M6, ils font les reportages après le JT, et les reportages, c'est souvent aussi des reportages sur les expatriés. Ces Français qui sont partis vivre aux États-Unis, ces Français qui vivent à Dubaï, ces Français qui ont décidé de partir en Chine. Il y a tout le temps un petit truc comme ça. Et c'est tout le temps des Français, c'est pas des ouvriers, quoi, c'est des Français. Et les Français, pour M6, ils sont nés à Paris, ils ont fait Sciences Po ou une école de commerce, et puis à 40 ans, ils se reconvertissent, parce qu'ils font aussi ça, les reconversions.
professionnel, super important. Et puis à 40 ans, ils pètent une durite, ils ouvrent une fromagerie, quoi. Là, c'est super important. Il faut, quoi. Et on reconnecte que le sujet d'avant, ce sont ceux qui nous offrent, qui nous offrent une offre, qui nous mettent à disposition une offre pléthorique de bières issues de microbrasseries aussi. Ah oui, il y a eu ce truc là, des gens qui, genre, 25 ans et déjà rentier. Oh là là, 25 ans et déjà goulag, hein. Vraiment, désolé, hein. Bien sûr, pas de blague sur les goulags, c'est de mauvais goût. Bien sûr. Euh, Pas de ça chez nous, hein. Tu penses quoi des ingénieurs? Alors là, c'est un peu vague, hein. Un peu essentialisant, si je peux me permettre. Je pense rien des ingénieurs, je m'en fous des ingénieurs. Tout le monde est ingénieur, non, maintenant dans ce pays, de toute façon, hein? Hein? Ingénieur, je sais pas, c'est à la fois les gens qui sortent d'école d'ingénieur et en même temps ceux qui ont fait un bac pro, non? Enfin, ceux qui ont fait un bac pro, non. Ceux qui ont fait une licence pro, pardon. On est ingénieur. Par contre, j'ai un avis sur les écoles d'ingénieurs. Moi, vous savez, je défends. Je vais peut-être en choquer certains d'entre vous. Moi, je suis pour supprimer les grandes écoles. Fini ça. Il y a l'université et c'est tout. Moi, les écoles, les grandes écoles, machin, avec les concours, les prépas, ça c'est fini, finito ça. Puis vous savez, moi j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu en Autriche. Il n'y avait pas ça, ça marchait très bien, hein. Pour moi, ça c'est finito. Finito pipo. J'ai lu un bouquin justement sur l'héritocratie. Pas la méritocratie, mais sur l'héritocratie. Un bouquin qui parle beaucoup de méritocratie d'ailleurs. La quantité d'argent qui est investie dans les gens qui font les grandes écoles, les Sciences Po, les machins, les j'en parle même pas. Par rapport à l'argent qui est investi sur un étudiant du public en France, c'est délirant l'écart. C'est délirant, c'est délirant. J'ai fait une école d'ingénieur public sans concours. C'est bien, t'iras à l'université. T'aurais pu aller à l'université. Moi, je comprends pas ce principe. Ce principe des grandes écoles, je ne le comprends pas. Ça me dépasse. La grande école sert à éviter la mixité sociale. Bah, notamment, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est précisément... alors, tu crois pas si bien dire, parce que c'est précisément comme ça que c'est quand les grandes écoles ont fini par... C'est précisément ce qui est écrit dans le bouquin. Bouquin, du coup, c'est de Pascalini, je crois. C'est un bouquin, un chercheur. Je sais plus quoi. Lisez-le, le bouquin, il est bien. Qui explique justement ça, qu'effectivement, à la base, le système des grandes écoles est né et a existé précisément pour éviter la mixité sociale, oui. Bah, en fait, il y a aussi cette histoire dans ce bouquin qui parle du coup d'héritocratie et pas de méritocratie. Il y a cette idée que la grande école permet de transformer aussi un capital économique en capital symbolique, puisque à la base aussi l'un des gros moteurs du fonctionnement de ces écoles, des grandes écoles et des écoles privées d'ailleurs notamment, euh, c'est euh, c'est un peu cette idée selon laquelle si jamais tu y mets le prix, tu es à peu près sûr pour tes enfants qu'ils obtiennent un diplôme. Ce qui permet de transformer ce qui à la base suffisait, c'est-à-dire le capital social et le capital économique, en capital symbolique, et c'est pour transformer l'héritage en mérite, globalement. Ça vise cette transformation. C'est un peu mécanique, malheureusement, sans redistribution forte. Dans les autres pays, il n'y a pas de grande école, mais les meilleures universités finissent par avoir le même rôle. Après, Vienne, par exemple, est considérée... Après, cela dit, en France, il y a des universités qui sont considérées comme meilleures que d'autres, hein, comme la Sorbonne, par exemple. C'est considéré comme une meilleure université que, je sais pas, moi, l'université de Bourgogne, quoi. Où moi, j'ai été.
Ça, de toute façon. D'autant plus depuis l'autonomisation des universités. Cela dit, moi, par exemple, quand j'étais à Vienne, qui est considérée comme l'une des meilleures universités en linguistique de l'espace germanique, les frais d'inscription et la possibilité de rentrer dans une classe, c'est pour tout le monde, c'est pareil. Tu payes les frais d'inscription et t'as validé l'équivalent de ton bac et c'est bon, enfin l'abitur et c'est bon, YOLO. Tout le monde peut y aller. Mais il y a cette idée de tri social qui est importante, qui est structurante. On va quand même pas envoyer tout le monde à l'université. Souvenez-vous, quand on a rendu les bacs pro éligibles, quand on a transformé le BEP en bac pro, et qu'on a rendu les bacs pro éligibles à l'université. Moi, je m'en souviens, c'était il y a 15 ans, quand je suis rentré à la fac. Ça avait fait un tollé, en mode, non, regardez, tous ces choses. En gros, on va alimenter les facs de tout un tas de gens qui n'ont rien à y faire, ça va coûter un pognon de dingue. Bon, en fait, il y a assez peu de gens de bac pro qui vont à l'université. Les bacs pro ont toujours été éligibles à la fac. Oui, mais avant, les bacs pro et BEP, c'était divisé. Avant, t'avais les BEP et t'avais les bacs pro. Maintenant, le BEP tout court, si je dis pas de bêtises, ça n'existe plus. C'est tout est bac pro maintenant. Tout est 3 ans. Le BEP, je ne crois pas que ça existe encore. Non, ça n'existe plus. Voilà. Maintenant, tout est bac pro ou n'est pas. C'est ça, avant tu devais faire le BEP, et puis après peut-être tu faisais le bac pro, et peut-être il faut aller à la fac. Là, il y a une étape qui a été supprimée, le BEP, maintenant c'est le bac pro. BEP égale bac pro aujourd'hui. Enfin, genre, l'orientation c'est bac pro, c'est plus BEP. Le BEP est supprimé à la rentrée 2021. Là, actuellement. Et bac pro, le BEP, pardon, ça a été créé en 67. Et le bac pro a été créé en 85. Voilà. Moi, le BEP, c'est ce vers quoi les enseignants voulaient m'envoyer, moi. BEP carrosserie, allez hop. Mais bac pro, vous êtes sûr que ça a toujours été éligible à la fac? Je suis pas sûr. Peut-être, ouais. Alors c'est juste, pardon, que du coup avant fallait forcément passer par le bac pro quand t'avais fait le BEP avant, tu pouvais pas directement aller à la fac depuis le BEP. Ils sont pas prioritaires. Beaucoup de gens aussi qui faisaient les licences pro. Moi j'ai plusieurs potes qui ont fait licence pro après le BTS. BEP ne pouvait pas permettre de la fac car tu n'avais que 2 ans, tu étais en première lors de ta dernière année. Oui, c'est ça. Quand tu parles de capital symbolique, c'est vraiment ça. Pour moi, les grandes écoles, c'est ce qui permet d'établir les rangs dans les nouvelles noblesses françaises. Où est-ce que tu as fait ta prépa? Quelle école as-tu? Où est-ce que tu es occupé, etc. D'ailleurs, si je peux me permettre, ça a souvent ce truc ça biaise aussi. Alors, ça a un impact aussi que je perçois qui est,
Certains arrivent à rejoindre ce genre d'endroit. Certains de petite noblesse, non pas de petite noblesse, de petite bourgeoisie, arrivent à rejoindre des fois sur un concours de circonstances ou parce qu'ils ont fait un prêt étudiant certaines écoles qui peuvent valoir très cher, qui sont censées être très réputées, qui sont censées te donner ce sésame. Mais en fait, en réalité, quand tu arrives là-bas, t'as pas la sociabilité qui va avec. Ce qui fait que moi, j'ai entendu, je vais pas citer les gens, j'ai pas envie qu'ils se sentent, qu'ils se reconnaissent, etc. Mais il y a des gens qui se retrouvent à se sentir prolétaires et à te parler de la violence de classe. Ils ont l'impression vraiment presque d'être des révolutionnaires parce qu'en fait, ce sont des petits bourgeois au milieu des grands bourgeois. Et pour nous, pour nous autres prolétaires, ce sont des bourgeois tous. Ils viennent nous dire oui, mais quand même, moi, quand j'ai fait telle grande école, en gros, je subissais la violence sociale parce qu'elle faisait pas partie des gros, mais elle fait pas partie des gros, mais elle fait partie des petits. Et ces gens-là, on a l'impression que qu'ils ont été au, je sais pas où, enfin, ce sont presque des rescapés, quoi. Et avec ce truc de oui, bah moi, j'avais pas 10 000 euros pour m'acheter les sacs Vuitton que tout le monde avait, donc j'étais vachement jugé, et puis, etc., etc. Parce qu'en fait, oui, le diplôme n'achète pas la sociabilité qui existe déjà de fait dans ces écoles. C'est sûr. Coût moyen d'un étudiant d'école d'ingénieur, ont quasiment 20 000 euros, et coût moyen d'un étudiant à l'université, à peu près 8 800 euros en 2017. Ouais, bah voilà, t'es dit. Mais il se voit vraiment comme moi, ça me termine, et ça vraiment, ça distord complètement. Ça distord quand même beaucoup de choses. Parce que pour moi, qu'on ne se trompe pas, ces gens-là qui venaient de bonnes familles, qui avaient des parents qui avaient du capital, qui ont eu la voie toute tracée de la primaire au lycée, et qui au lycée, même des fois dès le lycée, partaient dans un meilleur établissement en vue de faire une prépa dans une grande école pour ensuite faire une grande école, même lorsqu'ils venaient de petites villes de province, etc. Mais ces gens-là, c'était déjà ceux qui avaient tiré, pour moi, ces gens-là avaient déjà tiré le ticket gagnant. Ce ticket, il est peut-être moins gagnant. Toi, le ticket, c'est juste, toi, en gros, c'est tu fais 48 000 euros à qui veut gagner des millions et tu fais pas le million, quoi. Ouais, mais moi, je passe pas à la phase où on pose les questions qu'il faut remettre dans l'ordre. Moi, je suis bloqué avant. Même je suis devant la porte du studio. Moi, je rentre pas. J'ai pas les 48 000 euros, moi. Je reste devant. Donc pour moi, ces gens-là avaient déjà gagné. Et quand ensuite, après, je les entendais dire, et je les entends encore dire, putain, vous vous rendez pas compte, le parcours que j'ai eu, c'était vraiment dur, vous imaginez pas ce que c'est, etc. Je suis en mode, bah non. Effectivement, mais toi, t'as pas l'air de comprendre ce que c'est qu'être resté devant la porte, quoi. Si tu comprends pas du tout, ça. T'es loin, quoi. Et ces gens-là, moi, j'ai du mal. J'ai du mal. Je trouve souvent qu'ils font un peu du prolo washing, ou surtout à gauche. Ça me fatigue. Voilà, ça me fatigue, j'en connais pas mal. Je suis sûr qu'ils regardent M6. Voilà. Bien sûr. Depuis tout petit, je remarque que les gens aiment bien se sous-merdifier pour raconter quelque chose devant d'autres. Et moi, à contrario, moi je parle très clairement des choses que j'ai vécues, j'en ai pas honte. J'en ai plus honte. Et en même temps, je cherche pas à me faire passer pour plus... je crois, hein, plus nécessiteux ou plus ayant été en galère que ça, mais juste... et d'ailleurs, moi quand on me dit... des fois ça m'arrive... ah mon pauvre, ah machin, etc. Je suis en fait, bah... Nous, on n'avait pas le sentiment d'être pauvre quand j'étais gamin. Je pense pas qu'on l'était vraiment. On était juste qu'on était comme tous les gens autour de nous. Donc, je me sens pas... J'ai pas l'impression qu'on a grandi dans la pauvreté. On a grandi normalement. Et on faisait comme on pouvait. Mais moi, ce que je retiens de ce qui a été difficile dans mon enfance, ça n'a pas grand-chose à voir avec la dimension économique des conditions de ma famille. Enfin,
Il y avait de la violence symbolique, j'ai été confronté à de très nombreuses reprises, ça oui. Mais moi, je me sentais supérieur, très honnêtement, je me sentais supérieur à tous les petits merdeux de gamins de riches qui venaient nous apprendre la vie. Hein. J'avais envie de leur faire des balayettes. Hein. Et moi, je me sentais supérieur. On avait quand même une forme de fierté de nous, ouais, bah toi, t'as peut-être de l'argent, mais nous, on sait se démerder, quoi. Et il y avait ce truc-là, donc moi, voilà. Ce qui me fume, c'est quand tu parles de trucs de prolo lambda et que les bourgeois te croient pas. Oui, ça m'arrive aussi. Pour moi, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens, c'est vraiment ce mème que je vais vous montrer. Putain, comment il s'appelle? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle la femme de Brad Pitt? C'est pas Brad Pitt, c'est David Beckham. Je les confonds, pardon. Je sais pas l'écrire. Ce même là avec le rideau là. J'arrive pas à retrouver la suite base, suite d'origine. Ce truc là. Ça là. J'ai mal écrit, hein, David Beckham. Ce truc là. Ce truc avec le rideau là. Ça me termine. Ce même, il me termine. Ouais, elle fait genre, oh, on a galéré et tout, c'était vraiment trop dur. Elle fait, c'était quoi la voiture de ton père? Mais c'était quoi la voiture de ton père? Oui, bon, c'était une Rolls-Royce, bon. C'est vraiment. Oui, la vidéo est drôle, oui. Et moi, il y a ça souvent. J'ai ce truc là. Ouais. Il y en a deux, trois. Bon, ils m'inspirent un peu ça. Ils sont de gauche, oui. Ils sont. Ces gens-là, ils voteront PS place publique. Hein, moi, je vous le dis pour y revenir à ce qu'on disait avant. Hein. Voilà. Hein. Ça me rappelle les établis étudiants maoïstes de l'élite, infiltrés dans les usines au milieu ouvrier, qui n'étaient pas toujours bien reçus par les ouvriers qui avaient beaucoup de mal à les considérer comme des égaux. Ah bah ouais, je comprends. Je comprends. Mieux vaut PS place publique que le RN. Ah mais tu sais, moi je préfère avoir la chiasse qu'avoir le cancer, tu vois. Mais bon, si je peux ne pas avoir la chiasse et ne pas avoir le cancer, on y gagne tous. Voilà. C'est sûr, hein. Et François Hollande président pour un second mandat, ce serait la chiasse beaucoup de fois dans la semaine quand même. Je dis pas que je vivrais... Ah, je vivrai avec, hein. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans, quoi, mais bon. Moi qui arrive dans les milieux bourgeois, ah, t'as jamais voyagé hors d'Europe? J'avais cette réflexion avec un ami il y a pas longtemps, qui me disait, mais en fait, tous ces influenceurs de gauche, bonne conscience, qui font des grands posts sur Instagram pour dire, attention, faut quand même prendre moins l'avion, etc., c'est parce que eux le vivent comme un véritable sacrifice d'arrêter de prendre l'avion. En fait, pour la plupart des gens, on prend pas l'avion pour aller en vacances. C'est une minorité de Français qui prennent l'avion pour aller en vacances. Je mets de côté, alors c'est particulier l'avion, parce qu'il y a aussi ceux qui rentrent au bled pour voir la famille au bled, où ça coûte pas forcément cher, donc c'est une population particulière qui prend l'avion, mais voilà. Alors qu'énormément de gens n'ont jamais pris l'avion. Mon père n'a pris l'avion qu'une fois dans sa vie. Moi, la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 23 ou 24 ans. J'ai jamais pris l'avion en étant enfant, moi. Je sais pas du tout ce que c'est, moi, de prendre l'avion. C'est pour ça que j'ai peur de l'avion, d'ailleurs.
Après, je ne sais pas si on a conscience, mais le simple fait d'avoir été à la fac et d'avoir accès à des métiers supérieurs au taf de merde de base, ça peut faire que vous soyez classé par certains comme faisant partie des bourgeoisies. Oui, mais en l'occurrence, si j'ai aujourd'hui un peu de capital symbolique et un peu de capital culturel, je n'ai pas de capital économique. Ça, c'est évident. Et pour autant, c'est de là d'où je viens. Donc j'ai quand même les habitudes de classe, dans mes habitudes de classe, et y compris d'ailleurs dans mes fréquentations. Enfin, moi, j'ai des ouvriers, hein. Je fréquente des ouvriers, moi, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui... Pour le coup, il y a beaucoup de youtubeurs, y compris de gauche, qui ne peuvent pas dire la même chose. Dans certains milieux dont je fais partie, malades mentaux, handicap physique, j'ai aussi été SDF, le simple fait d'être un individu relativement sain peut être vu comme des individus haut du panier. Ah, après, on peut toujours chercher celui qui est le pire du pire du pire, hein, ça c'est bien sûr, mais bon, après, si être valide, c'est être dans le haut du panier... Ah, quand même. Enfin, on a tous de la chance au regard de beaucoup de choses. Bah, ça me fait penser à quand j'étais gamin de me dire ces gens-là n'ont jamais connu la mort, qu'ils soient heureux, quoi. Parce que moi, mon frère est mort quand j'étais jeune. Bon. Après, est-ce qu'on tombe pas un peu dans le whataboutisme? Vraie question. J'ai entendu... Ah oui, oui, je suis quand même un transfuge. J'ai entendu quelqu'un à la radio, là, un mec du ski, là, dire qu'il fallait avoir 2 semaines de vacances dans l'année, dont les parents pourraient choisir quand la poser pour pouvoir aller au ski, pour éviter que tout le monde aille au ski au même temps, parce que c'est l'un des problèmes des stations de ski, c'est que tout le monde va au ski pendant les 3 mêmes semaines, en gros. J'étais en mode, mais oui, dans quel monde il vit, ce gars? C'est un truc de fou. Problème de la fac. C'est que tu as appris à être rigoureux et penser comme un scientifique, tu as des managers bullshit job au-dessus de toi. Après, en plus, moi, j'ai même pas fini mes études, hein, si je peux me permettre. Et à la fac, d'ailleurs, j'ai compris aussi ce qu'était la violence de classe à la fac, puisque j'ai pas eu le droit au programme d'échange international auquel tout le monde avait le droit, parce que j'étais un étudiant à risque, parce que je venais d'un bac technique. Et ouais, c'est... Et du coup, pendant que tous les autres partaient faire un an... en Allemagne et puis des fois faire leur 3e année au Canada, bah moi je restais en France. On n'était que 6 ou 7 à être restés en France en seconde année. Étudiant à risque, ouais, parce que du coup j'avais pas fait le bac allemand, déjà j'avais pas fait le bac européen. J'avais pas fait le bac général littéraire européen. Donc déjà, les profs, c'est un peu... Mais les profs, moi, ils étaient en galère, ils cherchaient des étudiants. Moi j'ai dû faire un dossier spécial pour pouvoir rentrer à la fac. J'ai dû... Après j'ai fait les conditions de fac, pas les conditions que beaucoup de gens font. Moi, mes conditions de fac, c'est que j'ai dû faire un dossier spécial, j'ai dû faire un entretien avec le département de langue et de communication pour pouvoir intégrer la filière, parce que je venais d'un bac technique et pas d'un bac général. Et comme je venais d'un bac technique et pas d'un bac général, il a fallu que je fasse un test de niveau avant de pouvoir rentrer. Et une fois réussi à être rentré à la fac, on m'a dit, par contre, ils m'ont mis des cours, donc du coup renforcé obligatoire, et je n'ai pas pu rentrer dans les programmes que les autres faisaient, les programmes d'insertion en immersion à l'étranger, parce que j'étais un étudiant à risque d'un point de vue statistique. C'est-à-dire que des financements dépendaient du bon taux de réussite du cursus. Et donc, moi, du coup, je suis resté en France bien sagement quand tous mes potes de première année sont partis étudier à Mayence. Voilà. Oh, ce qui m'allait, c'était pas si pire. Hein. Après, j'ai fait FLE, donc je sortais du département langue et communication, c'est dans le délire. Et puis moi, surtout, j'étais étudiant, attention, j'étais étudiant FNAU, donc FNAU, Fonds National d'Aide d'Urgence. Parce que mes parents ne me payaient pas mes études. Donc je devais travailler. Moi, j'avais des entretiens avec le service social de la faculté. Du Crous, j'ai dû faire l'entretien psychologique pour bien vérifier que je ne mentais pas. Bien vérifier que mes parents ne me payaient vraiment pas mes études, pour bien vérifier en gros que l'État dépensait bien l'argent me concernant, pour avoir le droit d'avoir la bourse exceptionnelle, qui était du coup de 4 600 € par an. Tu vis pas avec 4 600 € par an, je vous jure. Hein. Et donc il fallait que je travaille à côté. Et il fallait que je travaille à côté pour pouvoir prouver de mon sérieux et de mon implication dans mon parcours auprès du service de la scolarité,
pour qu'on continue de me renouveler ma bourse d'année en année. Donc moi, effectivement, j'ai été à la fac publique à Dijon. Et en ça, je suis peut-être un privilégié, parce que déjà, effectivement, de mon collège, on n'est que deux à être partis au lycée général. Parce que les bases, je vous rappelle quand même que l'équipe pédagogique de mon collège ne voulait pas que je parte au lycée général. Ils voulaient que je parte en BEP, parce que c'était, je cite mon professeur de SVT, me rendre service, parce que mon père était cheminot, et qu'on n'allait certainement pas m'envoyer au lycée général, là où je ne pourrais pas tenir et là où je n'aurais pas le niveau. Bon, spoiler, ça s'est passé à peu près correctement. Bon, j'étais moyen, j'étais pas très bon, j'étais moyen, mais... Donc les grandes écoles, on n'en parle même pas. Donc moi, je viens d'un parcours scolaire où j'ai dû lutter ne serait-ce que pour aller au lycée. Parce que j'ai fait collège de campagne, où l'intégralité des élèves sont des enfants d'agriculteurs, des enfants de cheminots, quelques enfants d'artisans. Voilà. Donc on est deux de ma classe de troisième à être partis au lycée général. Il a fallu que je force. Ensuite, en seconde, bon bah de toute façon, c'est toi qui choisis ton orientation à la fin, mais de toute façon, l'équipe pédagogique ne voulait pas que je parte dans les filières scientifiques, donc moi ça tombe bien, je voulais partir en technique, donc j'ai pu partir en technique, les sous-filières. Et alors quand en bac STI, j'ai rentré dans mes vœux faculté de sciences du langage, parce que j'ai toujours été passionné par les langues et je voulais vraiment faire ça. Faculté de sciences du langage, à l'époque, comme j'étais inscrit à Nancy, tout le monde m'a dissuadé de le faire. Enfin, personne ne voulait que je le fasse. Mais non, mais rajoute plutôt un autre vœu avant pour être sûr, genre BTS plasturgie ou quelque chose comme ça, parce que c'était le BTS d'à côté, quoi. Et donc oui, effectivement, après je suis arrivé à la fac. Oui. Et après je suis à l'université en Autriche, en master, parce que du coup master, c'était le processus de sélection, etc. C'était vraiment la mort. Tout le monde forçait, nous, pour nous obliger à partir en master enseignement, parce que la survie du master enseignement dépendait du nombre d'élèves. Du coup, moi, je suis parti à l'étranger, je suis parti tel un immigré, en dehors de tout programme. Je suis parti vivre en Autriche avec ma meuf de l'époque, et je me suis inscrit à la fac en Autriche, sans aide ni rien, et donc du coup, bah, je bossais dans l'hôtellerie pour payer mes études. Je bossais dans l'hôtellerie, en été, j'ai bossé à la SNCF, j'ai bossé en pharmacie, j'ai donné des cours. Donc oui, j'ai été à la fac et quelque part, c'est un privilège, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, moi, vous savez, dans ma classe, il n'y en avait pas beaucoup qui bossaient pour pouvoir se payer les études. Hein. Et du coup, bah, très honnêtement, la moitié des heures que j'aurais dû passer à la fac, je les ai passées en dehors de la fac. Je les ai passées à travailler plutôt qu'à étudier. Et c'est ce qui fait que j'ai pas... D'ailleurs, à la fin, bon, bah, j'ai eu difficilement, très honnêtement, un peu difficilement ma licence. Et j'ai eu non moins difficilement mon master parce que je n'ai pas fini mon master. Je n'avais pas le temps, je n'avais plus d'argent, je n'avais plus le temps, donc je suis rentré en France à cette époque-là. J'avais déjà lancé ma chaîne YouTube et je suis rentré en France à cette époque-là. Donc voilà, donc, je pense que aller à la fac en tant que tel n'est pas suffisant pour dire privilégié. Surtout que très honnêtement, j'ai pas beaucoup fréquenté les murs de la fac, quand même. Voilà, j'avais pas le temps. J'avais honnêtement pas le temps. Il fallait que je travaille à côté et il y avait World of Warcraft. Alors très honnêtement, ça complexifiait pas mal les choses. Ça va qu'ils ont sorti une extension du lâchier en plein milieu parce que j'ai fait pas mal de trucs. Moi j'ai fait de la correction, j'ai fait de la traduction aussi pour mes études. J'étais vraiment pas beaucoup payé de l'heure. Hein. D'ailleurs, c'était vraiment très mal payé. Et c'était vraiment un métier que je détestais. C'est vraiment un truc que je détestais faire. Moi, j'ai dû donner des cours à des enfants de bourgeois à Vienne. Et des cours à des enfants de prolétaires, d'ailleurs. Traduction en allemand, traduction en français, de l'anglais ou de l'allemand. Voilà. Comment t'as fait pour passer de la France à l'Autriche? Bah, j'ai pris un bus. Eurolines. Hop. Aussi simplement. J'ai débarqué là-bas, j'ai trouvé un appart. On s'est essayé de se faire carotte. Alors du coup, je sais très bien ce que c'est que débarquer dans un pays que tu ne connais pas. Tu connais très mal. Et un pays où tout le monde sur place essaie de te carotte parce que tu connais pas la loi. Ça, j'ai de très bons souvenirs de cette période. En ce qui concerne ça. Moi, littéralement, même d'ailleurs, le premier semestre, j'ai pas pu être inscrit. Parce qu'il fallait que je traduise mes documents, mes machins, je n'ai pas pu les traduire à temps, etc. Du coup, j'ai passé un semestre à vide. À aller à la fac à vide pour rien. Sans pouvoir valider mes cours.
Ça se trouve, on a été collègues surveillants d'examen à Dijon. J'ai jamais surveillé les examens à Dijon. En l'occurrence. Le Graal, à l'époque, quand t'étais étudiant, c'était de choper un poste de lecteur. Mais je pense que je fais... j'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais je pense que je fais un peu partie de ces carrières brisées aux yeux de certains de mes enseignants. Parce que moi, la linguistique, je faisais ça et j'étudiais ça depuis que j'étais gamin dans ma chambre. J'avais acheté à la papeterie du coin à Langres le dictionnaire des sciences du langage. Je l'avais lu 3 fois. Lire un dictionnaire des sciences du langage 3 fois. J'avais des méthodes de langue. Quand il y a eu commencé à avoir Internet, j'ai passé mes journées sur Internet à me renseigner sur la linguistique, à lire des trucs de linguistique. Et quand je suis arrivé à la fac, j'ai rendu un travail pour un cours de 3e année de linguistique générale, qui moi était un truc d'ouverture. Un truc d'ouverture parce que moi j'avais choisi FLE dans mon parcours, mais à la base je faisais allemand. Moi par exemple, j'allais pas en cours de grammaire et j'avais mes examens haut la main, quoi. Et j'avais eu ce cours, j'ai eu ce cours de linguistique générale que j'avais pris, et je faisais des cours aussi en auditeur libre par contre de linguistique, avec un niveau qui était franchement abyssalement bas. Et j'ai rendu normalement on devait faire 8 ou 9 pages sur un sujet, et j'ai fait 60 pages sur le même sujet. Je me suis excusé au prof, j'ai dit désolé, je pouvais pas faire moins, et il m'a dit bah en fait ce que vous m'avez rendu c'est pas un mémoire de cours de 3e année, c'est un mémoire de master 2 en fait que vous venez de me rendre là. Et il est très bien, hein, j'ai été très très bien noté. Et lui, ce prof, qui s'appelle Samir Bayrich, qui est un professeur de l'université de Bourgogne, de Dijon, toujours aujourd'hui, de linguistique, m'a dit mais en fait en gros vous êtes bon, machin, et il m'a inscrit à un colloque universitaire. Et moi j'ai fait mon premier colloque universitaire en tant qu'intervenant, j'étais en 3e année. Je n'étais même pas encore en master à ce moment-là. En tant qu'intervenant sur un sujet, il m'a dit bah, choisissez un sujet et faites-nous une présentation sur ce sujet. Et du coup j'avais choisi les interjections primaires et secondaires, notamment à l'épreuve de la traduction. Et j'ai fait en gros j'ai fait 5000 mots sur le sujet. Et j'ai présenté ça à l'époque à l'université de Grenade où j'étais en intervenant colloque. Mais du coup, comme j'étais en dehors du master, j'étais pas défrayé par mon université. Et du coup, j'ai dû payer mon voyage, j'ai dû tout payer de ma poche. Donc je vivais comme un clodo et j'allais pas faire les trucs avec les autres. Et j'ai été extrêmement déçu de ce qu'est un colloque universitaire. Je me suis rendu compte en fait à quel point être un professeur qui avait de l'aplomb et de la carrière, ça permettait de dire sur le plan scientifique absolument n'importe quoi. Donc ça m'a beaucoup dégoûté de beaucoup de choses. Même si j'ai eu les félicitations de je sais plus quel professeur de la Sorbonne qui était venu me voir sur mon intervention en mode c'est trop bien, etc. Et en gros, ce prof, du coup, Samir Bayrich, m'avait dit, il m'avait contacté à l'université, parce que du coup il est croate, il avait contacté à l'université de je sais plus quoi pour me coopter en gros pour que je fasse lecteur en Croatie. C'était très bien payé et tout. Mais à l'époque, moi, je voulais pas quitter ma meuf et je voulais pas quitter l'Autriche et je voulais pas quitter mon master. Et il me disait, en gros, t'es vraiment à la relève. Si demain là tu commences à faire des colloques en 3e année, là pour toi là c'est l'autoroute. Tu peux partir l'autoroute et tu peux finir enseignant-chercheur, super, très bien, etc. Mais dans un monde où il fallait que je paye mes études, il fallait que je m'accroche et j'avais aussi d'autres intérêts dans la vie et en fait c'était trop quoi. C'était trop et je pouvais pas. Donc je pense que peut-être aux yeux de ce professeur, j'ai eu un destin contrarié. Lecteur s'est chargé de t'aider. Ouais. En français, du coup, à l'université de Dubrovnik. C'était Dubrovnik? Oui. Parce que lui, il est de là-bas. Et donc, ce professeur, je l'ai revu, il faut savoir que je l'ai revu à plusieurs reprises, parce que du coup, maintenant que je sois devenu youtubeur, il m'a invité à Dijon pour que j'intervienne devant sa classe. Là, il est revenu me voir l'année dernière pendant le festival des Mycéliades, donc c'est quelqu'un qui me suit encore avec beaucoup d'intérêt et qui même je pense beaucoup. Mais je fais partie de ce truc de en gros, il y avait un peu ça dans son discours de putain, c'est quand même con que vous puissiez pas faire ça, parce que vous, c'est sûr que vous allez réussir. Vous êtes vraiment très bon, vous êtes vraiment très passionné, alors que bon, il est un peu, des fois, il disait un peu, en gros, alors que j'ai des étudiants, ils sont bons à bouffer du foin, quoi. Donc bon, je prenais le compliment, mais je sentais aussi une partie du désarroi. D'ailleurs, ce professeur, il apparaît dans une de mes vidéos.
dans la vidéo sur est-ce que le grec et le latin sont morts à la fac et tout machin. Je l'avais interviewé, ce prof. C'est un prof que j'aime beaucoup. Hein. Moi, c'est un prof que j'admirais énormément. Ce prof, il parle 4 langues, il les parle parfaitement les 4, c'est incroyable. Lecteur, c'est chargé de TD, ouais. Chargé de TD. C'est enseignant, quoi. Enseignant à la fac. Et puis dans le chat ce soir. Non, mais moi, je le remercie beaucoup parce que ça m'a beaucoup montré, beaucoup appris, mais en même temps, du coup, j'étais aussi un peu désemparé, quoi. Vraiment. Et moi, je parle 4 langues aussi, mais je les parle mal. Alors que lui, il les parle bien. Ça change tout. Il en parle peut-être même plus que ça, il en parle peut-être même 5. Parce qu'il est croate langue maternelle, donc il parle BCMS, quoi. Bosnien, croate, monténégrin, serbe. C'est comme ça qu'on appelle le yougoslave aujourd'hui. Parce qu'il y a, vous savez ce que c'est, hein, on considère que ces 4 langues sont 4 langues différentes, mais en même temps, c'est quand même la même langue. Donc on appelle ça le BCMS, bosnien, croate, monténégrin, serbe. Il parle allemand, très bien. Il doit parler italien peut-être aussi, et puis français et anglais. De toute façon, moi, je vais devoir décaler, donc bientôt. Enfin, bientôt. Dans une demi-heure, je décale. Donc voilà. Et maintenant, je retrouve un peu ce truc, des fois, d'intérêt et en même temps pas de mépris, mais vis-à-vis de certains collègues qui ont fait des études universitaires, qui ont fait le parcours classique, parfait, etc. Collègues youtubeurs, mais aussi des fois linguistes, quoi. Des fois, il y a linguistes où après, très honnêtement, c'est aussi parce que je m'en bats peut-être un peu trop les couilles. Hein. Vous voyez bien, moi, là, je suis en pull plaid, c'est comme ça que je vais aller au restaurant ce soir. Hein. Je m'en bats les couilles, je vais pas foutre une chemise ou quoi. Hein. Et c'est vrai que je me foutais déjà un peu des fringues à l'époque et j'étais pas trop sur le paraître, peut-être pas assez aussi. C'est vrai que socialement, ça ne m'a pas toujours aidé. Mais bon. Quand je suis sorti de M2, j'ai eu un poste de contractuel à mi-temps. Je voulais faire charger de TD à côté. Bah, c'était pas possible parce qu'il refusait de prendre des gens qui taffent à mi-temps. Ah oui. Il fallait 60%. Ah bah c'est dommage, j'avais 10% de trop. Mais voilà, donc c'est terrible, mais moi je me considère... Ouais, alors en plus, c'est drôle pour revenir sur la conversation de l'ascension sociale ou quoi. Moi, je considère que j'ai eu de la chance. J'avais un très bon ami à moi en 3e, qui avait les mêmes résultats scolaires que moi, même niveau social dans sa famille. Lui, il n'a pas lutté, il n'a pas mené cette guerre contre l'éducation nationale pour aller au lycée général. Et du coup, il est parti en BEP. Aujourd'hui, maintenant, il habite toujours en Haute-Marne, je crois, de ce que j'ai pu voir sur Facebook. Il a vraiment fait le full reproduction sociale. Alors que c'était quelqu'un qui était bon à l'école, qui était malin et qui aurait vraiment pu faire de grandes études. Mais l'éducation nationale ne lui permettait pas, quoi. C'était une prison. L'éducation nationale, quand tu viens du prolétariat, c'est une prison. Vraiment, qu'on se le dise. Et moi, j'avais une tante qui était prof dans le technique, qui l'avait comme élève. Elle me disait, mais il a rien à foutre là. En plus, il s'en bat les couilles. C'est pas les matières qu'il aime, quoi. Mais il faut savoir que moi, dans mon collège, on nous envoyait tous à Chaumont, soit faire BEP électrotechnique, soit faire BEP carrosserie. Ou CAP carrosserie, je ne sais plus. Et les meufs, elles partaient en esthéticienne ou en coiffure. Ah, le nombre de coiffeuses qu'on a formées dans le sud de la Haute-Marne, on pourrait couper les cheveux à l'humanité, je vous jure, sans difficulté. Et ces meufs, après, on les retrouve à la caisse du Leclerc, j'en sais rien, moi, au machin et tout. Puis il y a une blague dans les tuches qui m'a beaucoup fait rire, j'étais voir le dernier tuche, qui m'a vraiment tabassé de rire. C'est... je vous spoil juste ce truc, c'est anecdotique pour vous, ce sera anecdotique, mais pour moi ça voulait dire beaucoup. C'est Cathy Tuche qui dit j'aurais pu faire des études ou je sais pas quoi, et j'aurais peut-être même pu devenir secrétaire médical. Mais en vrai, c'est tellement bien ciblé parce que pour le coup, secrétaire médical, c'est un bon boulot. Quand tu venais de là d'où je viens, secrétaire médical, c'est... on bosse avec les médecins. Quand même, il y a ce truc. Donc, ça et le fait que dans le lore des tuches, Gérard Larcher a sorti un album, ça me termine aussi. Et secrétaire médical, c'est
Et donc voilà, sur la question du niveau social et la question... Moi, je trimballe encore aujourd'hui, et je le sens, mon origine sociale et le discours que ça va avec. Parce qu'il y a ce truc de... J'ai toujours été un peu rancunier et revanchard. Et avec ce truc de... J'ai certainement pas envie que les bourgeois ils se sentent bien, et j'ai envie de leur rappeler d'où ils viennent et où ils sont quand ils commencent un peu à faire ouin-ouin. Et j'ai toujours eu un peu ce truc de... un peu de revendication, quoi, un peu de lutte. Peut-être parce que mon père était syndicaliste et que bon bah dépôt SNCF de Chalindrey dans les années entre les années 90 et les années 2010, je vous fais pas un dessin. Hein. Alors des ministres des Transports, moi j'en ai vu quand j'étais jeune. Hein. Je me souviens très bien de Gilles de Robien notamment, par exemple. Ça, c'est le défilé. Hein. Mon père, il a serré les mains à une paire de ministres des Transports. Bah, forcément, il bloquait le dépôt SNCF 3 fois par an. Ça les a pas empêchés à se faire démanteler et à perdre tous leur travail quasiment. Et donc je pense que ça a aidé. Hein. Mais moi j'avais ce côté lutte et puis ce côté un peu lutte aussi contre l'injustice, contre l'État, contre tous ceux qui nous cassent les couilles là. Les tuches c'est si bien que ça. C'est pas si bien mais ça se regarde, ouais, c'est ok. Là par contre je vais aller voir le dernier film des Bodins, ça c'est sûr, c'est évident. Incroyable. Moi les Bodins, le dernier film, je l'ai adoré. Et j'aime beaucoup les Bodins. Ouais, vous savez, il y a Team Bodin, Team Tuche. Ah, les Tuches, c'est un peu la version grand public. Voilà. Ma mère a bossé 25 ans en tant que conductrice de bus. Aucun diplôme, même pas le brevet. L'année dernière, elle a fait une reconversion pour devenir assistante secrétaire médicale. Et bah, bravo. Félicitations. Euh, Voilà, donc moi j'avais capté, en Autriche par exemple, j'avais capté que de toute façon là-bas je ferais pas carrière. Déjà parce que j'étais pas autrichien et quand on est Autriche, il faut être autrichien pour faire carrière, globalement. Ou américain, en gros. Anglo-saxon ou autrichien. Allemand, bon, à la limite. Parce que les Autrichiens sont des Allemands. Ils détestent qu'on dise d'eux qu'ils sont des Allemands, mais alors, il n'y a pas plus allemand qu'un Autrichien. Vraiment. L'Allemand dans son jus. Euh, le Bavarois originel, si vous le cherchez en dehors de la Bavière. Et puis de toute façon, je pouvais pas rentrer en France. Enfin, je savais que moi, à l'université, je ne pourrais jamais faire carrière. Je partais de beaucoup trop loin. Donc, de toute façon, j'aurais pas fait ça. Je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas ce que je fais là. Si demain YouTube ça s'arrête, je trouverai un truc. Hein, mais bon. Il paraît que je suis doué de mes 10 doigts. C'est ce que le grand-père de ma femme il dit. Que j'irai loin parce que je suis doué de mes 10 doigts. De la part de l'artisan qu'il était quand il était plus jeune, je le prends comme un compliment. En Autriche, j'ai eu pas mal de profs slaves. Moi, j'ai eu une prof slovène hein, pour le hittite. Mais ouais. Et vous savez que l'extrême droite, et même d'ailleurs la droite autrichienne, est encore pan-germaniste. Hein. Beaucoup de gens sont encore pan-germanistes en Autriche. Beaucoup même. Monté partisan de la Grossdeutschland. Ah bah la solution grande allemande aurait été plus satisfaisante pour moi que la solution petite allemande, oui. Après, vous savez, ma famille, on n'est ni des bas allemands ni des hauts allemands, on est des moyennes allemands, nous, à l'origine. On a vraiment le cul entre deux chaises. Pan-germaniste, ça veut dire l'unification de toutes les personnes qui parlent allemand en Europe. Et grosso modo, globalement, c'est faire en sorte que l'Autriche et l'Allemagne fusionnent. Rattacher l'Autriche à l'Allemagne. Non, c'est pas dire nazi, pan-germaniste. Je ne te permets pas. C'est pas la même chose. D'ailleurs, les nazis étaient des mauvais pan-germanistes. C'est quoi cette histoire d'envahir les Slaves avant d'envahir la Suisse, là? C'est pas dans l'ordre. Hein. Comme quoi, on peut pas faire confiance aux nazis. Hein. Ça a le même sens que panafricanisme. Oui ou pas. En fait, le pan, ça veut dire tout en grec. Et, ou panarabisme aussi, ou pan, j'en sais rien. Panslavisme aussi existe. Non, c'est musique de World of Warcraft. La Pangée. Oui.
La panna cotta, la pandémie. Panettone. Bon, après, là, on commence à partir dans des choses qui sortent un peu du sujet, si je peux me permettre. Voilà. Le panceltisme, oui, bon, tu sais, ils tiennent tous dans un stade de foot, hein, les gens qui parlent des langues celtes aujourd'hui. Peut-être pas dans un stade de foot, mais. Euh, Peut-être pas dans un stade de foot, quand même, j'abuse. J'abuse de ouf. Mais sur une île, ouais, ils tiennent. Pansexuel, ouais, meilleur exemple. La Pan-Bretagne, mais il y a déjà une île, la Bretagne. Enfin non, il manque la Loire-Atlantique, c'est vrai. Non, parce qu'il y a c'est 100 000 locuteurs déjà, le breton. Donc, ah, quoi que les derniers chiffres, je crois que c'est plus bas, mais le gallois est encore beaucoup parlé. Le gallois est vraiment beaucoup parlé encore. C'est la langue celte qui se porte le mieux. Le 44 n'a jamais parlé breton, non. Mais ça faisait partie de la Bretagne. Parce que le 35 non plus n'a jamais parlé vraiment breton. Hein. Sauf peut-être un ou deux quartiers de Rennes, quoi. Le gallo plutôt que le gallois, on dit. Non, c'est pas du tout la même langue. Le gallo est une langue d'oï parlée en Bretagne continentale, en Haute-Bretagne. Le gallois est une langue parlée au Pays de Galles. C'est pas la même langue. Pareil que la Galice est aussi une région celte. Alors oui, pourquoi? Parce que quand les Celtes ont fui la Grande-Bretagne pour notamment s'installer en Bretagne, certains sont partis s'installer en Galice et en Asturie. Mais au 8e ou au 9e siècle, ils étaient assimilés. Hein. J'en parle dans mon livre, achetez-le. Pour le coup, j'en parle vraiment dans mon livre. Au 8e ou au 9e siècle, ils étaient déjà totalement en l'occurrence, s'ils n'étaient pas germanisés, ils étaient romanisés. Il reste des Celtes en Cornouailles. Tentative de relance hein, de la langue cornique qui doit avoir entre quoi 1500 et 3000 locuteurs aujourd'hui. Ils ont encore des cornemuses. Il y a plein de gens à la fête de l'UMA qui ont des cornemuses. Je pense que ces gens-là ne sont pas celtes. Hein. C'est comme, est-ce que tous les gens que tu croises qui ont des kilts sont des Écossais? Non. Ça peut être aussi une réunion BDSM. Ça peut être un groupe de fans de Camelot. Ça peut être des gens qui font du GN. Ça peut être tout un tas d'autres personnes hein, qui portent des kilts. J'aimerais un jour que tu fasses une vidéo sur la traduction des annales du Disque Monde. Je l'ai jamais lu, donc bah ça n'arrivera pas. Alors là, désolé. Vraiment pas mon sujet. Vraiment pas ce que je fais. Si, ouais, non mais, enfin voilà, si à chaque fois que tu chopes la vessie d'un animal et que tu souffles dedans pour faire de la musique, c'est devenir celte, voilà, on s'en sort plus. Moi j'ai fait une soirée Saint-Patrick en club libertin, la moitié des mecs avaient des kilts. Tu savais pas si c'était pour le délire un peu BDSM alter, ou si c'était juste des fans de Camelot. Et il y en avait certains, c'était les deux. Et moi, j'adore Camelot, hein, j'ai adoré Camelot toute mon enfance, j'ai toujours regardé Camelot 15 fois. Mais j'en peux plus des fans de Camelot. Hein. Enfin, au bout d'un moment, le gras c'est la vie à 40 ans, faut arrêter quoi. Enfin, s'il vous plaît, quoi, changer de disque, hein, vraiment. JPP, hein. Ah, le son, encore un problème? Non, c'est pas possible. Hein? Pas changer assiette pour le dessert, là? Putain. Bien sûr qu'on va changer d'assiette pour le dessert, on n'est pas des dégueulasses ici, hein. C'est fini le 6e siècle. Pourquoi ils ont des kilts dans Camelot? Il y a un épisode sur le kilt. Il y a un épisode sur Calogrenant qui a pas de pantalon parce qu'il a glissé, qu'il est tombé dans la bouche et pas quoi, et que du coup on lui force à porter une jupe. Et du coup il proclame la jupe tenue traditionnelle d'Écosse. C'est un épisode de Camelot. Voilà, je les connais tous. Je sais de quoi je parle. Ah oui, je ne mange pas de graines. Unijambiste. Bien sûr. Sloubien.
Slooby 2 aussi, Slooby 3, Slooby 4, bien sûr, et Tutti Quanti. Hein. On va pas tous les faire, non. Si tu devais incarner un personnage de Camelot, ce serait lequel? Le garde. Allez hop. Comme ça, j'ai pas tous les cons qui me reconnaîtraient dans la rue à me dire « Hé, Slooby! Hey !» Au cours de l'IFSI, un formateur a fait une ref à Camelot devant un ancien 90% de moins de 20 ans. Ah, mais ma soeur, elle connaît pas. Non, non, un garde random, un garde du fond, un garde flou, derrière. C'est devenu un mot banni sur le stream de MV. Si tu devais manger un personnage de Camelot, ce serait lequel? Voilà, je ne suis pas cannibale. Et il n'y a pas particulièrement de personnages animaux. Donc, la question est caduque. Non, la poulette, on la voit jamais, la poulette. Hein. La poulette, elle est suggérée, elle est évoquée, mais on ne la voit pas. Non, mais ça, arrêtez avec vos questions. Pourquoi j'ai prononcé le mot de Camelot